Le 22 mars 2020 était une journée très mouvementée en Guinée. Le régime d'Alpha Condé organisait le double scrutin législatif et référendaire. Un scrutin émaillé de violence à Conakry et à l'intérieur du pays. Au lendemain de cette élection, c'est une nouvelle Assemblée nationale sans les ténors de l'opposition qui a vu le jour. Vous entendrez les acteurs de l'opposition et de la mouvance autour de cette date du 22 mars. Au Congo-Brazzaville, le principal opposant Guy Brice Parfait Coléas est mort au soir du premier tour de la présidentielle. Le rival de Denis Sassou Nguesso est décédé des suites de Covid-19. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Cela fait un an, jour pour jour, ce lundi, depuis que s'est tenu le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020 en Guinée. Une élection, vous le savez, marquée par les violences qui ont causé des morts à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment à Zérokoré. Retour sur cette journée électorale pleine de tensions ici à Conakry avec ce reportage grand format de Mamadou Tanoba et Sorikan Djambangora. Il est 9 h du matin ce dimanche 22 mars, jour du double scrutin législatif et référendaire. Le matériel de vote est acheminé dans les centres par des véhicules de l'armée et des minibus. Nous avons commencé notre constat par l'autoroute Fidel Castro, direction le centre-ville Kaloum. La circulation est fluide. L'unité de sécurisation des élections a érigé des checkpoints à plusieurs endroits de la route. Le contrôle est strict. Au retour, nous avons emprunté la transversale numéro 1 où nous avons abouti à un centre de vote logé dans l'enceinte d'une école. Les électeurs se comptent du bout des doigts. Ils prennent d'énormes risques en sortant de chez eux. À la rentrée, les agents sont armés de fusils. Les gens même qui travaillent au bureau de vote, il y a plupart parmi eux, ils ont pris la fuite et encore ils sont passés par le mur pour sauter. Au dehors, les manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent. Les tirs à balles réelles retentissent. De là-bas, nous nous sommes rendus à Bambeto, au rond-point. Nous avons trouvé 2 présidents de bureau de vote déployés à Koloma à cause de l'insécurité. Ils ont fui. À 7 h du matin, nous étions au chef de quartier pour le dispensing des kits électoraux. À ce moment qu'on a vu des jeunes du quartier venir au niveau du chef de quartier pour dire qu'aucun bureau de vote sera installé ici à Koloma. Donc chacun a pris des poudres d'escampette, chacun s'est cherché, s'est rentré chez eux. Donc actuellement là, 10 h, aucun quitte le soir dans le quartier. On n'a même pas installé un bureau de vote parce qu'on a vu soudainement les enfants du quartier sont venus avec ton à l'appui disant qu'il n'y a pas des élections, il n'y a pas des élections, il n'y a pas des élections, il n'y aura pas des élections ici. À quelques mètres de là, les jeunes font face aux forces de l'ordre. Nous avons continué le constat à Koza, précisément à Bantunka. Urnes, isoloirs, bulletins de vote et enveloppes, tout est par terre. Nous avons compris qu'un groupe de casseurs a rendu visite à ce centre de vote. Les dégâts sont énormes. Ils ont voulu incendier l'école. Il y en a qui ont voulu, mais les gens sont opposés. La ville entre là. Ok. La ville est scellée. Ça, ce sont les scellés. D'accord. À Anko 5, les bureaux de vote sont installés à côté de la CMIS numéro 3. Les votants sont moins nombreux. À Wanindara, la route est déserte. Retour à l'aéroport où nous avons rencontré Ibrahima Deba. Son domicile a été attaqué à Somfonia. Arrivé sur place, nous avons trouvé une famille traumatisée. Ils sont venus ici, ils sont en train de cogner la maison. J'ai fait rentrer les enfants à la maison, après j'ai fermé la porte. Mais ils sont montés sur la cour. Ils sont en train de jeter les cailloux, vous voyez les cailloux. Tous les cailloux étaient
étaient dans la maison. Mais malheureusement aussi, ils ont essayé de monter aussi sur la maison pour enlever les tôles. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Il est 19 h. Nous voici à la mairie de Matoto où toutes les urnes et procès-verbaux de la commune sont convoyés dans des minibus et véhicules de l'armée. Ce vice-président du bureau de vote à Gbessia, cité de l'Air, dit que tout s'est bien passé. Les élections se sont bien passées, ça s'est déroulé dans les meilleures conditions. Tandis qu'on a eu des dérogations pour les bureaux de vote, d'autres ont quitté dans d'autres quartiers pour venir voter avec nous. Parce qu'il y avait eu des malentendus au niveau des quartiers comme par exemple Dar Salam. Jamais un scrutin n'avait autant divisé les Guinéens. Malgré la détermination du Front national pour la défense de la Constitution de 2010 à empêcher la modification de celle-ci, le gouvernement d'Alpha Condé tiendra le double scrutin à la date du 22 mars 2020. Au lendemain de cette élection, donc, c'est une nouvelle assemblée qui est constituée. Le RPG remporte haut la main la majorité car ses adversaires de l'opposition comme l'UFDG, l'UFR, le PDN ont tout simplement appelé au boycott. Un mois après la tenue du double scrutin du 22 mars 2020, Ansouba Baldé est allé à la rencontre de deux jeunes députés qui ont découvert le milieu parlementaire. Suivi. Le 22 mars 2020, un jour qui a aussi marqué l'histoire de la Guinée sous l'ère Alpha Condé. Cette date rappelle les élections législatives couplées au référendum qui ont permis à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale et l'adoption d'une nouvelle constitution. Ce lundi 22 mars 2021, date anniversaire du double scrutin, nous avons interviewé des députés de l'Assemblée nationale. Il faut dire que c'est un jour hautement symbolique et historique pour le peuple de Guinée. Parce que ce jour a montré avec suffisance que le peuple de Guinée est un peuple totalement souverain, un peuple mature, parce que c'est ce jour où le peuple de Guinée a eu la latitude de procéder à son choix, le choix du double scrutin, notamment sur la question référendaire, mais aussi des législatives. Vous comprendrez donc que c'est un jour que nous n'oublierons pas. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a bien sûr, il y a la majorité présidentielle qui a plus de 50% des voix, mais il y a une minorité de l'opposition qui est en parfaite harmonie avec cette majorité présidentielle et nous travaillons sans rentrer dans des oppositions politiques. Ce jour du 22 mars 2020, le FNDC avait mobilisé ses forces contre le vote instauré en Guinée. Des violences meurtrières, il y en a eu ce jour-là. Ces députés interrogés disent regretter ces faits que des Guinéens ont subis. C'est des choses qui sont de nature très regrettable, ça il faut le dire. Qu'on donne la chance au peuple de Guinée de s'exprimer et que ces élections à certains endroits soient émaillées, bien entendu, de violence, c'est des choses que nous regrettons fortement. C'est pourquoi nous nous battons en tant que représentation nationale pour que ce que la Guinée a connu le 22 mars ne se reproduise plus. Ça, il faut le dire, c'est des engagements que nous prenons de façon résolue. C'est vraiment regrettable qu'on ait perdu des vies humaines, qu'on ait perdu toutes ces destructions d'édifices et de biens. C'est vraiment regrettable. Et on ne peut pas se réjouir de ça. Le 21 avril prochain, l'Assemblée nationale s'apprête à célébrer l'an 1 de son installation. Pour la troupe d'Abdourahmane Sano du FNDC, la démocratie est morte en Guinée le 22 mars 2020 avec l'organisation du double scrutin qu'elle avait tant dénoncé. Cette date constitue donc un événement historique douloureux dans les rangs des défenseurs de la Constitution de 2010. Mamadou Tanoba a rencontré Abdoulaye Oumousso pour évoquer cette date. Suivez.
Au FNDC, la date du 22 mars est un triste souvenir. Il y a un an, les Guinéens étaient appelés à un double scrutin législatif et référendaire. Le Front anti-nouvelle constitution avait demandé à la population d'empêcher la tenue du double scrutin. Bilan, une dizaine de morts et des centaines de blessés à travers le pays. Pour Abdoulaye Oumousso du FNDC, le rêve de l'alternance est mort à ce jour en Guinée. Ça nous rappelle un triste souvenir, un triste anniversaire aujourd'hui parce que ça fait un an depuis que notre démocratie a été totalement assassinée par celui qui suscitait de l'espoir et qui suscitait l'alternance démocratique dans ce pays, et par celui qui avait vendu le rêve d'alternance et de démocratie pendant 40 ans avant d'être au pouvoir. Et c'est ce jour que la démocratie guinéenne est partie en lambeaux du fait de l'obstination d'une seule personne qui est M. Alpha Condé. Abdoulaye Oumousso garde en image ces personnes qui ont perdu la vie et celles qui ont été blessées le 22 mars 2020. Ça me rappelle ces jeunes que je voyais en sang, ces dames, ces enfants qui étaient atteints de balles réelles par le fait des forces de l'ordre, qui étaient refusés dans les hôpitaux et qui saignaient et qui, pour vouloir dire leur opposition à la dictature dans notre pays, ont subi le courroux de la dictature, ont subi le courroux de la force publique. L'actuelle Assemblée nationale et la nouvelle constitution sont issues des entrailles du double scrutin du 22 mars 2020. Pour le responsable de communication du FNDC, ceux qui composent l'hémicycle sont sans conviction et sans morale. À mon avis, un humain ne peut pas se réjouir d'être aujourd'hui installé au palais du peuple et dans ce bureau politique du RPG Arc-en-Ciel qu'ils appellent aujourd'hui Assemblée nationale, après avoir marché sur tous ces cadavres pour être à cette auguste assemblée qui devait être le reflet du peuple de Guinée aujourd'hui. Vous n'avez qu'un bureau politique du RPG qui est à cette assemblée et vous avez compris ces personnes qui sont là-bas aujourd'hui qui n'ont ni conviction ni morale. Le FNDC, convaincu qu'il allait barrer la route à la nouvelle constitution, avait organisé des manifestations en Guinée et à l'étranger. Mais cela n'a pas empêché le régime en place de tenir le double scrutin du 22 mars 2020. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a sorti un communiqué sur ce qui doit être ses objectifs dans la continuité de sa lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé et la nouvelle Constitution. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Oumousso. Le FNDC a déjà relancé ses activités et a réorienté ses revendications. Aujourd'hui, on va au-delà de ce troisième mandat. On va maintenant attaquer les conséquences de ce troisième mandat qui a été imposé au forceps. Nous allons lutter contre ce troisième mandat. C'est pourquoi nous allons vers le social, nous allons vers la justice, nous allons vers toutes les injustices que le peuple est en train de subir aujourd'hui. Nous avons annoncé en décembre 2020 que nous faisons des consultations. Ces consultations sont terminées. Aujourd'hui, en l'an 1 de l'assassinat de la démocratie dans notre pays, nous avons fait une déclaration solennelle et nous avons ouvert nos portes à toutes les revendications sociales dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre pour que le peuple soit libéré définitivement de cette injustice qu'elle est en train de subir. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, dans une de ses récentes sorties, a demandé aux Guinéens de se préparer à suivre une situation économique difficile pour les jours à venir. Le président de l'UDRG, Bahouri, a réagi à cette sortie du Premier ministre. Suivez. De manière globale, la gouvernance n'a pas pu faire émerger une véritable leadership en mesure de mobiliser l'ensemble, une majorité de la communauté nationale pour la recherche des moyens pour le redressement économique et social de la Guinée. Et malheureusement, avec les chocs que nous connaissons, le Covid, la situation politique dégradée, les difficultés de collecter des ressources, de mobiliser des ressources de manière suffisante, du fait de l'absence de réformes tant sur le plan économique que pour le plan social, fait que la Guinée ne s'est pas préparée à faire face et pour aller de l'avant.
Partons à présent dans la haute banlieue de Conakry, notamment dans la commune de Ratoma. Le quartier Dar Salam est complètement envahi par une fumée épaisse provoquée par l'incinération à ciel ouvert des ordures. Ce quartier abrite la plus grande décharge publique de nos jours. Habiter ou traverser ce quartier représente un véritable danger pour la santé publique et les risques d'accident de la circulation. Reportage Mamadou Taloba. Dar es Salaam, un quartier de la haute banlieue de Conakry, très célèbre pour sa décharge publique d'ordures. Les habitants du quartier, notamment les riverains de la décharge, ne respirent pas de l'air oxygéné. La fumée occasionnée par les ordures incinérées enveloppe tout. La visibilité est totalement réduite. Les usagers de ce tronçon courent assez de risques. On ne respire pas très bien quand même. Même aujourd'hui aussi, on a quitté sur le cours là pour venir ici. Parce que le fumée là, c'est pas bon pour nous. Il n'y a pas d'hôpital ici, il n'y a rien aussi. Il y a trop de risques ici, monsieur. Aussi, il n'y a pas de... Quand tu viens ici, tu dois arrêter d'abord avant que tu passes. Après, ou bien tu sonnes. Tu sonnes. Après, quand tu sonnes, les autres vont entendre, ouais, il y a un moto ici, il y a une voiture ici. Ils attendent, vous passez un peu doucement comme ça. Vous avez vu les calvaires, les routes sont dégradées. Il y a les ordures qui sont en train de brûler ici, regardez. Regardez les fumées là. Chaque jour nous on passe ici, le matin, le soir, c'est comme ça chaque jour. Nous, vraiment on souffre ici. Regardez même les motos qui viennent. Est-ce que vous allez voir les gens qui vont venir là-bas? Regardez. Tout ça là, c'est vraiment déplorable quand même. Nous demandons à l'État de nous aider d'enlever ça ici. Anati lerdo hay ayata hay goto ko be hubbina faari wada sonori ha gayna yaltude kan der curki wi ton sina dum ara no hulbini ata fotte goddo ko nyamaado curki kinno sonje jama on do mojjano. La population de Dar es Salaam côtoie nuit et jour cette fumée qui est devenue une partie intégrante de son quotidien. Si rien n'est fait par l'État pour éloigner les citoyens de cette décharge publique, elle risque de provoquer des maladies respiratoires et des accidents de la circulation. La sélection nationale guinéenne de football prépare le match retour pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le Chili va jouer contre les Aigles du Mali le mercredi 24 mars au stade général Lansana Conté de Nongo. Cet après-midi, les joueurs se sont entraînés dans le dit stade. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Didier Six, est optimiste quant à la victoire de ses poulains. Il est au micro de Sourikan Djabangora. Le groupe, on aura une équipe qui sera compétitive et bien compétitive par rapport au groupe qui est constitué. C'est vrai qu'on a rajouté quelques joueurs pour permettre de pallier en cas du Covid. Ça nous a permis d'avoir la chance de pouvoir récupérer certains joueurs français en ayant cette attente-là. Maintenant, il faut se dire que ceux qui sont là actuellement, ils ont leur place, s'ils sont en équipe nationale A, c'est qu'ils le méritent. Là, on aura une équipe compétitive pour battre le Mali, parce qu'il nous faut les 3 points aussi, absolus. On est chez nous, on est dans notre nouveau stade, donc il est hors de question de penser à autre chose que la victoire. On veut finir premier, donc premier c'est aller gagner les 2 matchs. Et moi, c'est Rabi qui est le capitaine qui a sauvé la situation. Il a mis à disposition quelques places pour faire ramener certains votes. C'est déjà un bon exemple. On a discuté longtemps avec Liverpool et avec Nabi pour pouvoir avoir justement au départ notre capitaine un match, et le match pour moi qui est le plus important, le Mali. C'est ce que j'ai discuté aussi avec d'autres présidents ou d'autres entraîneurs et directeurs sportifs. C'est pour ça qu'on a notre groupe est un peu augmenté. Il y aura certainement 2 groupes différents, mais ce qui est important, c'est qu'on ait toutes nos forces pour ce premier match, et après on verra pour le Mali. Il était le principal rival du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Guy Brice Parfait Colias est mort au soir du premier tour de l'élection présidentielle des suites du Covid-19. Cette disparition a créé la stupeur, mais ne devrait rien changer à l'issue du scrutin. Suivez. C'est sa dernière apparition publique depuis son lit d'hôpital. Une vidéo publiée samedi, la veille de la présidentielle. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant,
je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour lui. Battez-vous. Un combat contre la Covid-19 que Guy Brice, parfait Kolela, a perdu cette nuit dans l'avion médicalisé qui l'emmenait sur Paris. Ce matin dans les rues de Brazzaville, alors que le dépouillement du scrutin est toujours en cours, sa disparition soudaine n'a même pas eu le temps de faire la une des journaux. C'était un grand leader politique congolais et puis tout le monde, surtout la jeunesse, avait la vision visée vers lui et derrière lui, les gens, surtout le peuple congolais, espéraient vraiment le changement avec lui. À 61 ans, il apparaissait comme étant le seul vrai rival du chef de l'État sortant, lui qui promettait le changement de tourner la page des 36 années de l'ère Sassou Nguesso. Le président sortant misait déjà sur une réélection dès le premier tour, mais pour certains, cet événement totalement inattendu doit changer la donne. C'est un scrutin qui perd de crédibilité, qui perd même tout son sens. Vous voyez, un challenger, un candidat de cette envergure qui disparaît pendant que nous sommes en train de voter, mais ça laisse tout le monde dans l'étonnement. Et c'est justement pour lever toute forme de doute et comme le veut la procédure dans ce type de décès que le parquet de Bobigny, près de Paris, vient d'ouvrir une enquête pour déterminer les causes de la mort du candidat à la présidentielle. Quant aux résultats provisoires de ce premier tour, ils sont toujours prévus d'ici la fin de la semaine. En Australie, la Nouvelle-Galles du Sud est touchée par ces pires inondations depuis 50 ans. Un véritable déluge s'est abattu 3 jours sur Sydney et sa région. Reportage. À la faveur d'une courte accalmie, les équipes de secours survolent les zones inondées où il est parfois tombé jusqu'à 1 mètre d'eau en quelques heures. De quoi surprendre de nombreux habitants en dépit des alertes météo lancées dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres tout autour de Sydney. J'y suis depuis ce matin, je vais bien. J'étais dans une voiture. J'ai appelé mon pote parce que j'ai besoin de nourriture. J'adorerais juste avoir un bol de soupe ou une tasse de café. Au total, quelques 8 millions de personnes sont invitées à éviter tout déplacement et à travailler chez elles si elles le peuvent. Dans les zones les plus à risque, les autorités redoutent des crues éclairs et renouvellent sans cesse le même message aux habitants. Il faut partir, évacuer les maisons avant que le pire ne se produise. Notre principale priorité est de sauver des vies, de sauver autant de biens que possible et d'avertir suffisamment les gens de la situation. Je suis consciente que dans certaines régions confrontées à un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 100 ans, les infrastructures ont subi des dommages importants. Et parmi ces infrastructures endommagées, de nombreuses routes, des écoles, plusieurs centaines ont dû être fermées, mais aussi le principal barrage qui alimente Sydney en eau potable. Il a commencé à déborder pour la première fois depuis 30 ans. Ça m'inquiète. Nous avons déplacé nos voitures. J'ai vu mon voisin emmener ses chevaux dans un autre secteur. Nous nous inquiétons. On ne sait pas s'il faut rester ou partir. 18 000 personnes sont directement concernées par ces consignes d'évacuation. 38 régions sont en état de catastrophe naturelle. Et pour l'heure, aucun décès ni blessé grave ne sont à déplorer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à Abdoulaye Keïta, Mamadou Kamara, Thierno Amidou Bari. Bonsoir.